Bonjour, sœur Mariam. Mariam, oui, Mariam. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous regardent, et surtout en ce jour qui est un peu particulier, puisque l'on annonce que Alep-Est serait entièrement reprise, même s'il existe encore des poches de résistance, si Alep-Est n'est pas évacué, et nous le savons. Alors, qu'en dit-on chez vous en Syrie ? C'est une joie incommensurable, tout le monde se félicite. Nous sommes en train de travailler depuis longtemps nous sommes en train de travailler depuis peut-être le mois d'août avec les déplacés d'Alep, diverses vagues de déplacés en provenance de la ville assiégée d'Alep. Donc d'abord elle était assiégée du côté des terroristes à partir de l'ouest et avec des vagues successives d'agression. Ils essayaient d'ouvrir un passage vers l'est qui était encerclé par l'armée syrienne et ses alliés. Alors il y a eu diverses vagues de déplacés qui sont arrivés à la campagne, à l'Épine, vers l'est et vers le sud. Nous travaillons là-bas et donc nous avons pu prêter donc assistance humanitaire à plus de 5000 familles, ce que nous avons pu faire en tant que monastère Saint-Jacques-le-Mutilé, à plus de 5000 familles dûment répertoriées, donc venant de ces zones, de la zone ouest, de la zone donc. Alors ma sœur, je ne vous interromps pas, mais on nous a beaucoup dit que ces hommes, ces femmes, ces vieillards, parce qu'on oublie toujours les vieillards, ces enfants, étaient constamment bombardés par l'aviation russe, que c'était des cibles privilégiées. Que peut-on dire de ces gens qui se trouvaient enfermés dans Alep-Est et que notre presse ici nous présente comme des victimes du gouvernement de Damas, du régime? Donc j'en viens à notre expérience avec le flot de réfugiés, de déplacés qui ont dû fuir les zones de Alep-Est, c'est-à-dire ces fameuses zones qui ont été présentées à l'opinion publique comme étant des zones extrêmement agressées par l'armée syrienne et ses alliés. Voilà, nous avons prêté, comme je vous dis, assistante maintenant, depuis le 28 novembre, à plus de 4000 familles en provenance des différentes régions de la ville d'Alep-Est. Je dois vous dire que tous ont le même témoignage. Leur témoignage, c'est qu'ils ont été pris en otage par des factions rebelles, ils les appellent des terroristes. Nous avons rencontré des femmes qui ont été agressées sexuellement dans le cadre du djihad sexuel. Nous avons rencontré des hommes vraiment à bout de force, qui sont écroulés devant le croissant rouge, exténués parce qu'ils ont dû vraiment fuir en ayant l'obsession d'être poursuivis et shootés à bout portant par les francs-tireurs de ces terroristes. Donc vous êtes en train de nous dire, ma sœur, qu'il y avait ce qu'on appelle des snipers, des tireurs isolés, qui tiraient sur les civils qui tentaient de fuir les zones de combat. À bout portant, tous ceux qui voulaient quitter la ville d'Alep, nous avons répertorié 45 civils ces 2 jours qui ont été tués à bout portant, femmes, enfants et hommes. Maintenant, pour ce qui concerne les bombardements, l'armée syrienne et ses alliés, notamment les Russes, ont arrêté les bombardements aériens pendant tous ces combats-là. Nonobstant ce qu'ils faisaient dans la campagne, mais à l'intérieur de la ville, ils ont arrêté les bombardements aériens. Mais ce n'est pas ce que nous dit la presse ici, hein. Au contraire, que les bombardements étaient constants, visaient en priorité des hôpitaux, on voyait des enfants martyrs. C'est honteux.
la presse occidentale, disons la presse propagandiste, n'a plus honte de mentir parce que son mensonge est pris comme un oracle par une opinion publique totalement gagnée à ce qu'on va lui offrir au jour le jour comme nouvelles et comme information. Il s'agit d'un grave crime de désinformation qui a couvert des atrocités commises, et là je dois rectifier cette fameuse propagande. Ceux qui ont été vraiment victimes d'agressions, c'était les civils des régions ouest d'Alep sous le contrôle de l'armée. Et là je dois faire une incise. Comment se fait-il que face à une armée qui est présentée comme étant aussi barbare, comment se fait-il que tous les civils d'Alep viennent se réfugier dans les zones contrôlées par cette armée? Nul ne peut récuser le fait que dans Alep ouest, contrôlé par l'armée syrienne, se trouvent près de 2 millions de personnes, entre 1,5 million et 1,8 million. Alors que dans les zones contrôlées par les rebelles, que la population syrienne appelle terroristes, parce qu'elle a vraiment bavé de tout ce qu'ils ont pu perpétrer comme crimes atroces, alors se trouve à peine 100 000. Et la réalité, maintenant, elle éclate. Je n'ai pas eu dernièrement de notre équipe qui travaille sur place les derniers chiffres, mais tout le monde a été surpris de ne trouver que près de 80 000 personnes qui se sont plus ou moins, ils sont infiltrés ou bien ils ont pu prendre la fuite. Les chiffres qui étaient donnés par notre presse qui disaient 200, 250 000, 300 000 personnes prises en otage, alors qu'il faudrait peut-être rappeler également, ma sœur, qu'à plusieurs reprises il y a eu des cessations de combat, il y a eu des cessez-le-feu, il y a eu des couloirs humanitaires qui ont été ouverts, et comme vous l'avez dit, les otages alepins se faisaient tirer dans le dos par ceux qui les gardaient en otage, littéralement, et on nous fait croire aujourd'hui que si les combats se poursuivent, c'est en raison de la malignité de Damas, alors que Damas, il faut peut-être là aussi le souligner, a offert, et pas seulement Damas, également les forces de la coalition, ont offert aux rebelles de pouvoir quitter Alep avec leurs armes, vers Idlib, je crois d'ailleurs, dans des autocars, et que cette proposition a toujours été refusée. Non, je confirme tout ce que vous dites, mais je suis en train de vouloir aussi souligner le fait que cette population de Alep Ouest a été constamment, journalièrement bombardée à bout portant par ces fameux rebelles qui sont protégés par, bien sûr, les puissances de cette coalition occidentale avec les pays arabes et la Turquie, mais aussi donc par les médias. Les médias sont partie prenante pour déformer les faits et couvrir les criminels et oublier, n'est-ce pas, de mettre en relief ce que leurs victimes sont en train de supporter. Il y a eu quotidiennement à Alep, depuis que Alep est aux mains de ces terroristes, près de entre 5 et 100 morts quotidiens parmi la population civile, et maintenant c'est encore beaucoup plus. Alors ils nous ont tiré dessus, parce que je dis aussi nous, puisque j'ai fini par habiter Alep, pour partager le sort de cette population. Et comme je vous dis, nous avons des institutions que nous dirigeons, des institutions humanitaires à Alep et dans sa région. Donc, ils nous tiraient dessus avec des bonbonnes de gaz remplies de matériel inflammable. Ils nous ont tiré dessus avec du matériel chimique, des gaz, du chlore, etc. Alors que la presse occidentale ne faisait que faire porter sur le gouvernement et sur l'armée syrienne les actes odieux perpétrés par les terroristes. Ils inversaient les rôles.
Voyez, nous avons été aussi visés à bout portant avec des grades, parce que dernièrement, Oui, qui pour sont des vraiment missiles. aider ces terroristes, ils nous ont tiré dessus avec des missiles grades, c'est-à-dire qu'ils peuvent, j'ai un collaborateur dont l'immeuble a été entièrement soufflé par ces missiles grades. Il se retrouve donc à la rue. N'oublions pas que ces agressions de ces terroristes avec la protection internationale a quand même eu comme conséquence, à part les morts et puis les handicapés, en Syrie nous avons près de 1,5 million d'handicapés, c'est-à-dire d'amputés, de personnes donc, qui ont souffert ces agressions par mortier et par bombe, etc. Donc, il ne faut pas aussi oublier que près de 150 000 personnes des régions ouest d'abord et ensuite est ont perdu leur habitat. Près de 150 000. Alors, nous allons bientôt. J'aurais une dernière question à vous poser, enfin une question et demie. Pouvez-vous me parler du cas de Abdallah Issa qui aura été décapité par nos fameux terroristes modérés, à savoir Al-Nusra, et non pas par Daesh? Abdallah Issa, est-ce que le nom vous dit quelque chose? Oui, vous parlez de ce jeune de 14 ans qui a été palestinien, qui a été donc attrapé ou bien kidnappé dans les régions Est, qui a été affublé de l'accusation d'être un traître, il était il était inoculé avec un sérum parce que il a des reins déficitaires. Et ils ont fini, ils étaient dans un état d'ébriété. Vous savez que ces rebelles, soi-disant, sont continuellement, et je vous dis donc cela à partir de témoins visuels, ils sont perpétuellement sous l'influence de psychotropes, qu'on nomme ici le Keptagon. Le Keptagon, on appelle ça en anglais Energy Enhancer. Donc, il décuple les forces. Mais c'est une sorte d'amphétamine. Et donc, vous pouvez voir sur la vidéo, ces gens-là ne sont pas tout à fait, je ne dirais pas conscients, mais ils sont dans un état modifié. Et donc, c'est comme une partie de plaisir où, en riant et puis en se moquant, ils finissent par trancher la tête à ce pauvre garçon qui est donc un réfugié palestinien qui a dû prendre la fuite de son camp d'origine, qui s'est retrouvé et qui est resté là. Donc il vient d'un camp palestinien je ne connais pas, maintenant je me rappellerai le nom exact, c'est une région nord-ouest d'Alep. Je crois que c'est le camp, je vais le retrouver. C'est le camp palestinien qui a été le premier, qui est tombé le premier entre les mains de l'armée syrienne. Un tout dernier mot, quel message pourriez-vous envoyer à la fois à nos journalistes pour les ramener à un peu plus de conscience professionnelle et à l'opinion française qui est malheureusement terriblement à la fois désinformée, mais qui suit les médias, qui matraque son intelligence, ou plutôt qui détruit son intelligence jour après jour? Je trouve que les médias sont devenus une arme de guerre et sont devenus une arme de manipulation alors que c'est contraire à la charte de Munich. Je trouve que les grands reporters ont vendu leur âme au diable, il faut le dire, et que l'histoire, si ce n'est pas nous maintenant ou un peu plus tard, l'histoire leur dressera des tribunaux comme celui de Nuremberg et beaucoup pire, parce que ces crimes-là ne sont pas simplement contre une ethnie ou bien contre une religion, c'est contre des régions entières, et je dirais même contre l'humanité entière, puisque nous avons été à plusieurs reprises devant la possibilité d'une guerre nucléaire, puisque les deux superpuissances se retrouvent nez à nez dans un contexte de défi et de pression et aussi donc de réaction et de contre-réaction. Donc, je trouve que les reporters ont vendu leur âme au diable pour ne pas être mis de côté,
pour ne pas être évincés, pour ne pas perdre leur place. Et ils ont dit ce qu'on attendait d'eux. C'est-à-dire ils se sont répétés tous comme des perroquets. Et c'est un phénomène, je crois, qui est digne d'être étudié. On n'a jamais vu cela. On n'a jamais vu un asservissement pareil. On n'a jamais vu une pensée unique aussi forte et aussi implacable, même pas dans les régimes les plus implacables de l'histoire. Donc, même pas... Une domestication des esprits et de la pensée. Oui. Et voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Regardez ce qui s'est passé avec les chrétiens de Mossoul. C'est évident, ça saute aux yeux. Même des ministres français se sont donc hâtés pour faire bonne figure d'aller chez les Kurdes pour dire qu'ils sont solidaires une fois que le mal a été fait, n'est-ce pas avant. On n'a rien fait pour prévenir cela, mais une fois que le mal a été fait, on est allé redorer son blason chez les Kurdes en compatissant et en pleurant, en versant des larmes de crocodile pour ces réfugiés chrétiens. Très bien. Regardez, cher monsieur, hier, il y avait l'inauguration de la cathédrale, la première cathédrale syriaque orthodoxe à Londres. Et donc, il y a eu des prélats, et entre autres, les évêques de Mossoul, les évêques syriaques orthodoxes de Mossoul, donc et les Chaldéens, qui sont les premières victimes de ce terrorisme international que les puissances occidentales se targuent de combattre. Et vous savez, ils n'ont pas reçu droit d'entrée sur le sol britannique. Vous voyez? Et cela vient d'où? Cela vient donc de le péché par contumace. C'est une contumace. Les gouvernements et les médias, à leur remorque, refusent de voir la réalité, refusent de prêter assistance aux vraies victimes dès que leurs intérêts sont un tant soit peu ébranlés. Vous voyez? Alors, nous avons vécu ces atrocités, nous avons été victimes d'atrocités sans nom qui visaient à déstabiliser un État. Nous avons vu nos églises brûlées, nous avons été témoins de la débâcle, du déplacement forcé de milliers de chrétiens, pour ne parler que de notre communauté. Et qu'est-ce que nous avons eu en face? En face, nous avons été dénigrés. Chaque fois qu'on essayait un tout petit peu de dépeindre, de décrire notre réalité pour qu'on puisse être aidé, on était mis au banc de la société. On nous disait que nous étions les sbires de M. Assad. Et voilà, on nous faisait taire. Et jusqu'à présent, ce scénario continue. Voyez. Alors, je ne peux rien dire à ces reporters qui, jusqu'à présent, ont montré une dureté de cœur sans pareil et un manque de conscience sans pareil. Je n'ai rien à leur dire. Lorsque j'ai invité en 2011 des reporters soi-disant catholiques et d'autres des mainstream médias, des grands médias sont venus avec eux, la première équipe de reporters qui pouvait entrer en Syrie, des reporters qui étaient d'ailleurs, on a bien pu voir et valoriser les reporters honnêtes. J'ai été en dialogue avec un reporter catholique, s'il vous plaît, et on venait de voir un cadavre découpé en morceaux par ce que nous avons appelé au début les bandes armées non identifiées, pour ne pas, c'est-à-dire, accuser à droite ou accuser à gauche. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je ne pourrais pas rapporter cela, c'est la caméra qui l'a vu, moi je n'ai rien vu. C'est-à-dire qu'il ne pourra dire que ce qu'on lui demandera de dire. Et puis, tenez-vous bien, le rapport, ou bien le documentaire de ce reporter, qui a été transmis sur une chaîne catholique, ne rapportez rien de ce que nous vivions, ne rapportez rien de ce que nous disions. Ils nous englobaient, ils nous encadraient dans ce que eux voulaient dire de nous, et ils appellent ça, n'est-ce pas, de l'information.
Ma sœur, merci beaucoup. Le chemin à parcourir est encore long. C'est un chemin de croix pour vous. Nous essayons de vous accompagner du mieux qu'il est possible, mais également pour nous, le courant, le torrent de cette désinformation est terriblement difficile à remonter. Nous vous disons à bientôt, nous vous souhaitons les meilleures bonnes choses et surtout transmettez toute notre amitié à vos amis, à tous ceux auxquels vous pourrez porter témoignage. À très bientôt, ma sœur. Merci, monsieur El Maché. Au revoir. Au revoir.